C'est au départ une crise politique née d'un putsch qui a renversé un président élu avec des conséquences circonscrites à l'intérieur d'un État, l'État nigérien. L'acte des militaires a amené les dirigeants de la sous-région à prononcer des sanctions dont la fermeture des frontières par les pays limitrophes. Le Bénin aussi a fermé ses frontières et depuis lors, des camions chargés de marchandises en partance pour le Niger séjournent à Malanville, l'une des communes frontalières avec le Niger, et même au port, sans qu'on le sache. À Caen, le bout du tunnel, certaines de ces marchandises sont pourries, d'autres sont déjà décomposées ou avariées. Les spécialistes des questions environnementales y voient un drame qui se joue déjà. L'un d'eux, Clément Coton, le directeur de l'unité de protection de l'environnement, est aujourd'hui sur Zone Franche pour nous dire ce qui préoccupe Citan, ce qui le préoccupe, ainsi que les approches de solutions qui peuvent être apportées. Clément Coton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de vous déplacer sur Zone Franche. Merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, bonjour à vous et merci de prendre votre rendez-vous dominical du débat. L'émission dure 60 minutes. Monsieur Coton, vous répondrez à mes questions, mais également à celles de mon collègue William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour Clément Coton. Bonjour. Eh bien, dans la crise politique au Niger, plusieurs voix se sont fait entendre, des sociologues, des diplomates, je veux dire des élus locaux et même parfois certains spécialistes de sécurité. Vous êtes spécialiste des questions environnementales comme Franck l'a rappelé tout à l'heure, il y a un instant. Mais on est bien curieux, autant que ces téléspectateurs qui nous suivent, de savoir que la fermeture d'une frontière peut avoir des conséquences sur l'environnement. Et d'entrée, j'ai envie de vous demander quel est le constat effectif à Malanville. Que voit-on concrètement? Bon, merci monsieur le journaliste. Nous dirons bonjour à vos téléspectateurs au passage qui sont très fidèles à votre émission. Nous, on est allé à Malanville, sur tout ce que nous avons constaté, c'est des milliers de camions garés. Mais malheureusement, parmi ces camions, il y a des produits qui sont, disons, qui sont déjà avariés, qui sont en confiture. Donc pour nous, environnementalistes, ces produits deviennent des déchets. Point. Donc les camions, on a au moins 600, 700 camions qui sont alignés. Certains contiennent des produits avariés. C'est ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain. Et quand ça devient comme ça, les environnementalistes sont préoccupés, tout simplement. Quels sont les types de marchandises, monsieur Coton, qui sont concernés? Nous n'avons pas demandé à les faire dépoter, parce que notre rôle n'est pas de faire dépoter des conteneurs. Tout ce que nous avons constaté, c'est les odeurs qui commencent par naître d'un certain nombre de conteneurs. Comment on appelle, les propriétaires, c'est-à-dire les propriétaires de camions ou bien les éventuels propriétaires des marchandises sont dans un état d'âme tel que il est difficile de communiquer avec eux parce que leur seule préoccupation dans ce conteneur, vous voyez, j'ai des marchandises de près de 50 millions. J'ai des marchandises de près de 25 millions. J'ai des marchandises de près de 30 millions. Donc, face à ça, le seul problème, l'odeur que vous sentez, la perte que vous, enfin, l'aspect d'avarieux que vous voyez, pour l'instant, n'est pas dans leur approche. Donc, ce que nous avons tout juste dire, c'est que ces états de marchandises qui sont en déconfiture doivent nous préoccuper pour notre environnement. En termes techniques, aujourd'hui, on sait que les commerçants, eux, voient l'incidence financière. Mais vous avez dit que pour la plupart ou en bon nombre, ces produits avariés deviennent aujourd'hui des déchets. En quoi ces déchets sont un danger pour l'environnement aujourd'hui? D'accord. Monsieur, je vous explique. Conformément aux tests en vigueur en République du Bénin, quand vous parlez de déchets, ça veut dire en termes clairs, si vous voulez, nous allons... On va y venir tout à l'heure, on va y arriver. Ouais. Mais ce qui est sûr, quand c'est impropre à la consommation, ça devient des déchets.
parce que c'est impropre à la consommation. C'est-à-dire, aucun être humain ne peut plus les manger ni en faire usage. Nous prenons le cas, par exemple, des oignons. Quand vous voyez des sacs d'oignons aujourd'hui, certains sont déjà d'ailleurs bizarrement revenus à Topa. Quand vous voyez les sacs d'oignons aujourd'hui, ce n'est pas les habituels sacs d'oignons. Quand vous prenez un sac, au moins les 65% sont pourris. De ces sacs, ces oignons, au moins 65% ne sont plus dans l'état normal de consommation. Si vous voulez, parce que là, il va falloir que vous, les journalistes aussi, vous descendez sur les marchés pour voir ce qui se passe. Vous ne verrez plus d'oignons de très bonne qualité comme on voyait avant sur nos marchés. Et ça devient cher. Je ne prends que ce cas basique pour vous permettre de voir la situation exacte. Alors, dites-nous, quand quelque chose se gâte, que ce qu'on soit à la maison, qu'on soit en ville ou pas, on jette la chose. Pourquoi ce cas précis, le cas des marchandises qui sont en instance à la frontière du Bénin, à la frontière dans la commune de Malanville, pourquoi cela doit constituer un souci pour nous? Mais attendez, vous avez dit, d'abord il faut que vous compreniez quelque chose. Quelque chose qui est avarié devient un déchet. Et un déchet n'est plus consommable. Mais on le jette dans la nature, on s'en débarrasse. Bon, et quand vous prenez, vous avez parlé d'une boîte tout à l'heure, disons d'une boîte de sardines. Quand vous consommez la sardine, la boîte dans laquelle la sardine est restée devient un déchet. Et il faut la traiter conformément aux tests en vigueur. Et traiter conformément aux tests en vigueur, c'est là où vous rentrez dans l'esprit de la loi 4 sur l'environnement en ses articles 66, 67, 68. Et il serait même souhaitable que nous lisons ce que c'est qu'un déchet. Là, pour même ouvrir le débat, on vous dit, article 66 de la loi 4 sur l'environnement, au sein de la présente loi, on entend par déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. Quand c'est l'explication d'un déchet, ça. Ça devient impropre à la consommation. Et vous ne devez pas les jeter n'importe comment. Et on va à l'article 67 pour mieux se comprendre. Les déchets doivent faire l'objet d'un traitement adéquat afin d'éliminer ou de réduire à un niveau requis leur effet nocif sur la santé de l'homme, les ressources naturelles ou la qualité de l'environnement. Afin d'éliminer ou de réduire à un niveau requis leur effet nocif sur la santé de l'homme, les ressources naturelles ou la qualité de notre environnement en général. Leur effet nocif. Quand vous avez quelque chose qui est pourri, qui est complètement de confiture, il faut réduire, c'est-à-dire il faut trouver les moyens les plus indiqués pour les traiter. Et pour éviter, pour que ça attaque, c'est-à-dire ça porte atteinte à la santé humaine et à notre environnement en général. Et c'est là où on est préoccupé. Si vous voyez le nombre de camions, si supposons qu'on a 30% de produits avariés, mais il faut prendre des dispositions pour les traiter. Et c'est là où dans l'article 68, on vous dit, nul ne doit déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination ou d'entreposage ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités compétentes. Nul ne peut déposer les déchets dans un endroit autre que lieu d'élimination. Alors, dans ce cas précis, c'était une situation imprévue. Est-ce qu'au niveau de nos communes, nous avons ces lieux-là qui sont réservés pour la destruction les lieux de traitement des déchets, vous avez complètement raison. D'ailleurs, c'est des lieux qui sont agréés très souvent. C'est-à-dire qu'ils doivent être agréés, pas même très souvent. C'est des lieux d'élimination, d'entreposage. La loi l'a prévu, ça doit être agréé. Malheureusement, dans nos communes, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, le vrai débat qui se pose maintenant, il faut déjà cerner le problème et voir comment est-ce qu'il faut créer spécialement des centres de traitement de déchets, d'enfouissement au nord, dans une commune non loin de Malanville ou à Malanville même, où il faut les remonter dans les... un peu éloignés de la population. Mais beaucoup éloignés, parce que quand vous prenez Cotonnet, environ, c'est Ouessé et autres, où il y a des lieux agréés pour le traitement des déchets au sud d'ici. Donc, mais est-ce qu'il faut ramener tout ça au sud d'ici ou créer spécialement un lieu de traitement au nord là-bas et traiter tout ça? Et à quel coût? Et au coût de qui? Parce que déjà, il est complètement difficile. Parce que le traitement ou bien l'élimination d'un déchet fait appel aussi à de grands moyens. Il faut qu'il y ait des analyses. Les toxicologues passent là pour voir de quel genre de décès il s'agit. Et quelle est la méthodologie de détection. C'est-à-dire, on ne se laisse pas pour dire, bon, on va le détruire. Non, pas du tout. Et maintenant, le site qui doit recevoir ça, il faut voir comment ce site est approprié. Donc, il y a tout un débat de fond qui se pose dans ce qui se passe là. Et qui doit mener ce débat? Qui doit enclencher les discussions? Je n'ai pas compris là. Qui doit mener ces discussions? Qui doit prendre le lead de ces initiatives une fois que vous avez déjà été sur le terrain pour constater? Mais déjà, les maires doivent déjà, le maire de Malanville doit déjà faire l'état des lieux de ces camions-là qui sont sur son territoire et qui ont des déchets, c'est-à-dire des produits avariés. Et ça, c'est la première démarche fondamentale. Pour qu'on puisse savoir que dans les à peu près 600 ou 700 camions, on a, disons, 200 ou 300, je donne un exemple, parce que je ne peux pas vous le dire, de camions de produits avariés. Et ce constat étant fait, il informe l'autorité compétente. La meilleure manière, c'est d'informer le ministre en charge le ministre de cadre de vie, des transports, en charge du développement durable. Pour dire, j'ai tel nombre de conteneurs de produits avariés ou qui semblerait être avariés, puisqu'il faut que les experts viennent faire le constat réel. Pour dire c'est réellement avarié, donc il faut qu'on ouvre les conteneurs, faire des prélèvements et voir que c'est réellement avarié. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'autosaisine de l'État central ou de l'administration centrale quand on sait tous au Bénin que la situation à Malanville est telle qu'elle est? Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vais répondre d'une manière très simple. À Malanville aujourd'hui, toutes les dispositions doivent être en train d'être prises. Puisque le maire doit avoir informé le préfet de la situation qu'il vit. En ce qui concerne les marchandises, je veux bien dire, c'est les odeurs ou bien les commerçants qui ont déclaré qu'ils ont tel produit depuis telle date, ça a déjà fait une longue période, donc c'est en déconfiture. Et le préfet doit pouvoir rendre compte aux autorités. Donc, à l'heure où nous parlons, moi je me dis que les dispositions doivent être en train de prises pour l'état de lieu réel. Mais nous tirons sur la sonnette d'alarme pour que les gens comprennent que ça ne se ferait pas sans respecter les tests en vigueur en matière de traitement des déchets. Alors, votre structure n'est pas loin des couloirs de l'administration du cadre de vie. Est-ce que le débat se fait à l'intérieur du ministère? Mais le débat a commencé. Moi, par exemple, j'ai déjà tenu informer le ministre en charge le ministre du cadre de vie pour dire, attention, nous avons fait tel constat à Malanville, dû à la fermeture des frontières, il y a des produits qui seraient avariés, mais nous avons fait le constat et nous avons commencé par sensibiliser les populations pour dire, attention, ces produits avariés qui deviennent des déchets ne peuvent être détruits conformément aux tests en vigueur. Qu'a-t-il dit le ministre? Comment? Le ministre, que vous a-t-il dit? Non, pour l'instant, je viens de le tenir informé. Je suis revenu de Malanville il y a quelques jours, mais je viens de le tenir informé. Et
lui-même, quand même, depuis que les frontières sont fermées, les services déconcentrés doivent être déjà en train de faire des rapports à leur ministre de tutelle pour dire ce qui est le constat du terrain. Je sens beaucoup de suppositions dans vos analyses. Est-ce à dire que vous n'avez pas information de ce que l'État central, l'administration est déployée sur place? Non. Supposition, parce que je ne suis pas à la place du ministre en charge, par exemple, du développement durable. Moi, j'ai fait un constat, j'ai vu quelque chose. Et conformément à l'article 27 de notre Constitution, qui me donne droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, le devoir de le défendre, j'ai tenu informé. Et lui, à son tour, il a déjà certainement, je ne peux que supposer, puisqu'il ne m'a pas fait ampliation d'un courrier qu'il a envoyé au préfet ou bien qu'il a envoyé au directeur départemental chargé de cadre de vie et de développement durable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Mais ce qui est le plus important, c'est de commencer par dire ces produits ne peuvent qu'être détruits conformément aux tests en vigueur. Parce qu'il y a un phénomène qui est difficile, là je termine par là, c'est-à-dire que celui qui est en train de perdre sa marchandise n'a pas le même langage que vous. Lui perd 50 millions d'un conteneur, enfin, une marchandise de 50 millions ou de 30 millions. Donc, sa douleur est à ce niveau. Quand vous commencez par lui parler des frais annexes pour une destruction, c'est-à-dire, il n'est pas dans votre logique. Mais il faut qu'on lui fasse comprendre que c'est conformément au test en vigueur, on ne peut que le lui dire. Est-ce que l'État ne peut pas, dans une situation exceptionnelle comme celle-ci, prendre en charge les frais d'enfouissement ou de destruction de tels déchets, sachant déjà que la douleur, l'incidence financière de ces commerçants est déjà au paroxysme? Mais c'est une piste parmi tant d'autres. Et quand le débat va s'opposer, moi j'ai écrit au ministre, il finira par convoquer, faire une concertation, demander une réunion d'échange pour voir les voies et moyens. L'idéal serait de trouver une formulation pour prendre en charge les frais de destruction de ces déchets à la place des gens qui sont déjà atteints au paroxysme de la déception ou de perte, comme vous êtes en train de le dire. Mais c'est une piste parmi tant d'autres. Oui, mon inquiétude également se situe au niveau de, disons, de la méthode à employer pour détruire, parce que ce sont des commerçants qui ont dédouané, par exemple, ces marchandises sur le territoire béninois, qui ont rempli des formalités. Une fois à la frontière, ils ont séjourné là, on leur dit un matin qu'il faut détruire ces marchandises parce qu'elles seraient avariées, qu'elles seraient pourries. Est-ce que est-ce que ce serait une tâche facile? Ça ne va pas donner lieu à d'autres procédures judiciaires pour en arriver vraiment à la destruction? Non, moi je ne crois pas. C'est-à-dire, comme l'a dit votre collègue, l'idéal serait qu'on ait un dialogue pour aller tout simplement vers qui prend en charge le coût de la destruction de ces marchandises. Pour éviter, c'est-à-dire, puisque la situation, c'est-à-dire, en réalité, c'est une situation qui est venue surprendre tout le monde. Oui. Le commerçant, lui, il a dédouané, comme vous aviez dit, il a fait transporter ces marchandises et il arrive à la frontière, pour des raisons X, Y que vous avez citées, il se retrouve bloqué. Donc, pour éviter c'est-à-dire de rentrer dans une lourdeur administrative ou judiciaire, tout ce que vous voulez, il serait idoine que nous trouvons des voies et moyens pour assister, comme vous l'avez dit, ces commerçants. Et aussi, il faut que tout le monde soit intéressé par ce dossier, même nos élus, nos députés. Il faut qu'ils comprennent la douleur. Et ces demandes du dossier comprennent la douleur de ces commerçants-là. Nos hommes politiques, la société civile, tout le monde doit se mettre ensemble pour pallier à cette situation très complexe, trouver une solution. Et la solution que vous avez donnée est la plus indiquée. Clément Cotton, est-ce que vous voyez des commerçants avec qui vous avez discuté dans cet état d'âme
accepter facilement qu'à la suite d'une expertise, des marchandises qui leur valent 5 millions dont vous avez parlé puissent être déclarées par exemple comme étant des déchets, parce qu'on sait que dans la culture des commerçants béninois, il leur arrive de trouver toujours le moyen de liquider certains produits sur le marché malgré leur état. C'est très difficile, mais c'est pour ça qu'il y a très souvent, avant d'enclencher cette procédure de destruction, on fait des analyses. Et on leur prouve réellement l'état de déconfiture totale. C'est difficile, la preuve. Aujourd'hui, on a très peur que ces marchandises-là qui sont dans ces camions se retrouvent avec des marchés et se retrouvent sur nos marchés. La dernière fois, on en parlait sur une radio quand une dame a dit on m'a informé qu'une coiffeuse a acheté une boîte d'olives ou bien d'haricots verts qui étaient périmés. Et qu'il semblerait que ça vient de la frontière. Donc, vous voyez que les esprits malins, comme on dit, peuvent commencer par profiter de la situation. Profiter de la situation. Et c'est pour ça qu'il faut cerner très rapidement, enfin, un débat vraiment national pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour pouvoir faire ça. Et la seule solution qui est la plus indiquée, c'est faire de telle sorte que la douleur de ces commerçants qui ont perdu 25 millions, 50 millions, soit une douleur amoindrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers eux, comme nous l'avions dit tout à l'heure, leur demander de faire ceci. Mais malheureusement, il faut qu'on soit clair sur les tests. La loi l'a prévu. La loi n'a pas vu que vous avez douleur et tout. Non, pas du tout. La loi elle s'applique. Alors, de façon concrète, quelles sont les composantes de l'environnement qui sont touchées par la situation à la frontière? Lorsque nous prenons l'environnement à Malanville, où est-ce que les conséquences là sont plus visibles? D'abord, là où c'est beaucoup visible, c'est d'abord les odeurs de décomposition. Donc la pollution atmosphérique. Oui, des odeurs de décomposition de cette eau. Le deuxième élément qui est aussi, c'est-à-dire à part les produits à varier là, c'est-à-dire puisqu'il n'est pas permis d'ouvrir les conteneurs comme vous voulez en ce moment, c'est impossible. Les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas ces manipulations-là. Bon, on va voir ça, mais les dispositions sont prises, donc les odeurs. Mais il y a un autre volet où l'environnement est complètement atteint. Après ces produits avariés là, c'est le monde qu'il y a aujourd'hui. Les chauffeurs de ces camions, leurs apprentis, les propriétaires, les ouvriers qui travaillent avec eux, tout ça amène à polluer notre environnement parce qu'ils urinent partout. Alors on n'avait pas prévu des latrines publiques, par exemple, dans ces... Pas du tout. Alors que la loi sur l'hygiène publique a prévu que les communes aient des urinoirs publics, des douches publiques et autres. Donc aujourd'hui, ça dit que la mairie a été surpris par ce mouvement-là. Et tout ça, vous vous rendez compte, tout ce monde-là, là où ils vont aller, au moment où on était là-bas, on n'a pas vu des toilettes publiques. Donc là, ce côté même de l'environnement aussi atteint. Comment vous voulez que les gens aillent se mettre à l'aise? Ils rentrent dans la brousse d'à côté. Comment vous voulez que les gens puissent y rentrer à la brousse d'à côté? Ils tournent derrière leur camion. Ils mangent, ils jettent les sachets. Ils mangent, ils jettent. Ils se préparent à manger là. Ils trouvent 3 pierres, ils mettent ça, ils font leur feu, ils préparent ce qu'ils vont manger. Tout ça, l'environnement aussi atteint à ce côté. Quand on met, c'est ce que je dis là, c'est le volet hygiène publique, ça. Qu'il faut aussi gérer et qui a un commun à la mairie qui a été surpris par tout ça. Donc, il faut qu'on aide aussi le conseil communal là, à avoir des urinoirs publics, des douches publiques et tous ces mouvements-là. Ne serait-ce que pendant ce moment-là, très très rapidement. Donc, à part cette déconfiture qui n'est pas encore, disons,
ces conteneurs qui ne sont pas encore dépotés, c'est-à-dire ouverts, qu'on ne commence pas à ramasser les trucs, voilà l'état que nous constatons. Et c'est là où la situation blesse, c'est-à-dire si vous passez à côté d'un conteneur de, comment on appelle, de poulet ou d'aileron en pleine déconfiture, c'est insupportable. Et ce qui devient même compliqué, c'est que ces commerçants-là, aujourd'hui, quand on leur demande, parce que même voir venir le danger, qu'est-ce que vous avez dans votre conteneur? Je suis plus prêt à vous répondre. Alors, dans une interview que vous nous avez accordée avant cette émission, vous avez parlé également de certains produits qui seraient toujours au port, qui ne sont pas sortis, mais qui constituent un danger pour l'environnement, la nature. Vous avez donné l'exemple du soufre. Oui, bon, voilà une autre situation très délicate. L'exemple du soufre. Le soufre est utilisé pour extraire l'uranium au Niger. Bon, et ça passe par ici. Et chaque fois quand ça venait, le transport, les dispositions sont prises pour que ça aille au Niger. Mais aujourd'hui, les frontières sont fermées. Pour combien de temps, on ne sait pas. Il faut stocker cette quantité, énorme quantité de soufre, quelque part. À Cotonou ici, là où il y a le site de stockage normal, où le soufre restait, si on doit mettre une bonne quantité de soufre là, pour une durée indéterminée, puisque personne ne peut savoir quand est-ce que nos frontières seront ouvertes. Donc, ça va polluer la zone de port de pêche, l'hôtel Nazaraï, puisque le vent l'emporte. À Parakou, le site habituel où ça se stocke. Ce site est aujourd'hui en pleine agglomération. Donc il y a des maisons de gauche à droite. D'ailleurs, depuis toujours, cette population a eu toujours des problèmes avec le stockage de ce soufre-là. Donc, si ça va être encore stocké là, pour une durée indéterminée, ça va aussi polluer les pauvres populations qui sont. Alors que le soufre est un gaz toxique. C'est toxique. Et tout le monde connaît le soufre, cette matière jaune et autres. Donc, sur ça, par exemple, il faut des approches pour avoir un lieu plus indiqué, peut-être très reculé, pour créer moins de problèmes, ou pourquoi pas ne même pas y décharger. Donc voilà d'autres problèmes qu'il faut que ce soit réglé d'une manière, soit d'une autre. Et tout ça, ça rentre dans les pourparlers, et c'est ça que vous étiez en train de dire, on ne sait pas, puisque la situation est tellement, tout le monde a été surpris, et le bout du tunnel est difficile à voir. Mais il faut en parler. Le plus important, c'est de dire aux populations, vos déchets doivent être détruits conformément aux textes en vigueur. Et cette phrase, vous l'avez martelée plusieurs fois dans cette émission. Venons-en. Les textes disent quoi en matière de destruction, je veux dire, des déchets comme ceux-là? J'ai pas compris. Les textes en vigueur, vous avez dit, martelé pendant cette émission que il faut que la destruction soit faite conformément aux lois de la République. Ouais. Qu'est-ce que les lois de la République disent concrètement sur la destruction des déchets de cette nature? J'ai commencé par vous le lire tout à l'heure. Et ça, je l'ai pris dans la loi cadre sur l'environnement. Et si nous retournons dans le décret sur la gestion des déchets solides en République du Bénin, déjà en son article 1er, il vous dit, le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement et la santé de l'homme de toute influence dommageable causée par les déchets, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi
98-30 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin. L'article 67 que je vous ai lu tout à l'heure. Maintenant, nous rentrons dans l'esprit du décret. Et on vous dit, les tests en vigueur dont vous êtes en train de parler, on dit déjà à l'article 8 de ce décret, il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Donc, c'est interdit de les abandonner. Donc, ça veut dire que ceux qui les détiennent aujourd'hui ne peuvent pas les abandonner. C'est impossible. L'article 9, toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assumer ou d'en faire assumer la gestion dans les conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités dues au bruit, aux odeurs et d'une façon générale à ne pas porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme. Ça veut dire que c'est ceux qui produisent les déchets qui doivent assumer tout ce qui tourne autour. Oui. Dans ce cas précis, ceux qui sont là-bas sont déjà exaspérés par la ceux qui le détiennent aussi, puisqu'on a fait référence à eux aussi, ceux qui détiennent aussi. Aujourd'hui, les premiers que nous constatons, c'est ceux qui détiennent. C'est-à-dire, le commerçant, c'est lui qui détient. Ils ont encore les moyens face à cette perte énorme-là. Mais c'est là où vous rejoignez votre collègue. Et les moyens, il est même difficile. Il est difficile d'ouvrir ce débat avec eux. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas avoir leur colère sur eux, sur vous plutôt, il est difficile puisqu'ils voient partir en vapeur 35 millions de marchandises. Vous voulez lui amener, vous voulez greffer à cette partie qu'il a là déjà des frais de destruction qui peut venir, qui peut peut-être aller à un niveau peut-être à un niveau pour lui exorbitant. Donc, vous trouvez une solution compensatoire pour la destruction et l'amener, c'est-à-dire amener un maillon quelque part qui prend en charge tout ça. Donc ça, on revient encore à cette... Puisqu'il est interdit de l'abandonner. Il est interdit de le traiter si ce n'est pas conforme aux tests en vigueur. Donc, le commerçant, il est dans une situation délicate. Quel est le risque qu'encourt aujourd'hui le commerçant ou l'État béninois lui-même peut-être, si les dispositions réelles ne sont pas prises? Que disent les textes en vigueur? Là, vous étiez en train de nous citer un règlement. Je ne sais pas si il a prévu, par exemple, en cas d'inobservation de ces règles-là, qui engendreraient des conséquences sociales. Il est prévu que l'État se saisisse, conformément aux tests en vigueur, des déchets abandonnés pour le traiter et de se retourner contre le propriétaire. Mais dans ce cas de figure, les textes le prévoient comme ça, mais dans ce cas de figure, ce n'est pas abandonné. Vous voyez en face de vous le propriétaire, mais il est, permettez-moi le mot, supposons qu'il est insolvable, ou bien il n'a plus la capacité financière de faire détruire. Donc, d'où il faut revenir à la solution que vous avez vue. Les textes prévoient, mais on n'a pas eu le cas où d'incapacité ou d'insolvabilité, ou je ne sais pas comment nous allons... Oui, d'incapacité. Oui, c'est ça. Pour le propriétaire de le faire. La destruction. Puisque ce qu'il exprime aujourd'hui dépasse, c'est-à-dire ce qu'il a comme douleur lui aujourd'hui dépasse ce dont nous parlons. Détruisons les déchets conformément aux tests en vigueur. Lui, il n'a pas ces moyens de détruire.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui besoin de légiférer ou d'édicter une autre norme, outre mesure, un règlement comme celui-là où, je ne sais pas, d'autres règles spécifiques au cas de Malanville en raison de la situation? Oui, ça amène un débat de fond qu'on est en train de... Il faut toiletter la loi cadre sur l'environnement. C'est en cours, c'est d'ailleurs pratiquement complètement toiletté. Et il faut l'envoyer aux députés, ils vont le revoir. Mais en mémoire, je ne sais pas si on a pensé à ces cas d'insolvabilité, comme on est en train de dire. Mais par contre, monsieur le journaliste, nos députés que nous avons là, c'est des élus du peuple, à mon avis, doivent se saisir, selon moi, de cette situation-là où on se retrouve dans l'impasse, je ne veux pas dire juridique, mais dans l'impasse de test. On n'a vu nulle part dans les documents que si la personne est dans un cas d'insolvabilité, il faut qu'on prenne ça en charge. On a vu que si la personne abandonne, l'État peut se saisir, le faire et se retourner contre l'intéressé. Mais ici, il n'en a pas, selon ce qu'il dit, il n'en a pas les moyens de le faire. C'est ça le vrai débat. Donc, quelque part, il faut que quelqu'un vienne au secours. Alors, comment se fait la destruction? Puisqu'après tout, c'est l'environnement qui reçoit les déchets qui sont traités. Je suppose qu'on aille même très loin du centre-ville de Malanville, qu'on détruise des poulets, qu'on détruise des boîtes de conserve, qu'on détruise des habits qui sont gâtés à l'intérieur des conteneurs. Qu'est-ce qui est prévu réellement pour épargner la vie et la santé des populations? La première des choses, des experts vont faire des prélèvements. Quoi qu'en soit le produit dont il s'agit. Et ils proposent un protocole de destruction. Ils disent quel produit il faut utiliser, quelle est la profondeur du trou qu'il faut creuser, l'étanchéité, tout ça. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des sites agréés. Donc, si tout ce protocole est, et ce qu'on vise surtout, c'est pas qu'en voulant détruire, on crée d'autres problèmes. Et c'est ça que vous êtes en train de sous-entendre là. Mais c'est pour ça que le produit à utiliser doit être suffisamment bien idoine pour que ça ne crée pas d'autres problèmes. La profondeur du trou qu'il faut creuser pour que les gens ne viennent pas déterrer, parce qu'il arrive qu'on enterre des trucs où les populations viennent encore déterrer. Donc, l'étanchéité qu'il faut faire. Comment il faut mettre ces produits pour accélérer la décomposition totale du produit? Comment il faut le fermer, c'est-à-dire faire de béton armé pour que même si les populations viennent avec des bateaux, qu'elles ne puissent pas avoir accès. Elle ne peut avoir accès. Tout ça, c'est ça le protocole de destruction. La loi l'a prévu. Donc c'est pourquoi il est toujours indiqué que les experts aillent voir de quoi il s'agit, ils fassent des prélèvements. Il y a d'autres produits qu'on peut incinérer, c'est-à-dire qu'on met ça en feu, on le brûle complètement. Donc tout ça, ça rentre, ce que vous avez dit là, rentre dans l'expertise. Souvent c'est les toxicologues qui font les prélèvements et ils font des propositions. On en a au Bénin, cette expertise? Oui, on en a. Puis on a le centre de Wessel où on fait des destructions tous les jours. On en a. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas dire tout ce qu'il y a dans ces conteneurs-là, puis on n'a pas la certitude de vous le dire. Donc ça, il faut savoir. Mais l'expertise technique, on en a. Les procédures existent.
Et ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, les lois existent il y a, depuis des années. Vous avez dit qu'il y a une loi qui est en train d'être toilettée pour davantage étoffer l'arsenal juridique qui encadre notre environnement. Mais au Bénin, avant le cas de Malanville, précisément, ces lois sont-elles respectées? Oui, ça c'était bien respecté, monsieur le journaliste. C'est très bien respecté, surtout au sud d'ici. Les produits avariés qu'on interpelle tous les jours, impropres surtout en fin d'année. On remarque des ailerons qui sont déjà pourris, que les gens mettent sur. Et ça, on les saisit, la direction départementale de cadre de vie et des transports en charge. Pourquoi au sud surtout? Le Bénin, c'est du nord au sud. Ouais, bon. Ça ne se fait pas là-bas. Non, ils sont partout, cette direction-là. Donc, ça se traite bien. Et ça, en temps normal, même quand vous avez un produit avec, même quand vous prenez le cas du porc, quand votre produit, on constate, puisqu'il y a des inspecteurs de l'environnement au port, et quand vous avez des produits, on constate que c'est des produits avariés ou bien des conteneurs abandonnés, mais le port se prend ça en charge et on convoque celui qui l'a commandé, ou bien le client, ou bien le propriétaire, on lui dit ce que les tests sont prévus. Il y a pas mal de marchandises périssables des fois qu'on sort du port et qu'on va détruire directement au centre de Ouessé. Donc ça veut dire la destruction ou la valorisation des produits se font normalement, à part le cas de Ouessé, de Malanville en ce moment. Et ça, c'est une situation spéciale qui s'est posée et qu'on s'est retrouvé devant une situation très complexe. Et tout. Sinon, en temps normal, la destruction des produits se font, ça se fait normalement sans aucun souci dans notre pays. De façon régulière. Oui, de façon régulière. Alors, vous avez commencé par ébaucher des approches de solutions. On va rester dans ce cadre-là pour aborder, disons, le dernier axe de nos discussions ce dimanche matin. La situation, vous le savez, est déjà très invivable. Vous l'avez martelé plusieurs fois. En attendant des solutions diplomatiques pour ouvrir les frontières, quelle autre solution proposez-vous à l'étape actuelle? Il faut ouvrir les débats, c'est vrai, au plan national. Il faut que les autorités s'en saisissent. Mais aux populations, si elles vous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, aux populations, je dirais tout simplement d'être très vigilants et si, conformément à l'article 27 de notre Constitution, ils doivent veiller à leur environnement. S'ils constatent que les gens commencent par dépoter ces conteneurs-là, il faut que l'alerte soit donnée. Et qu'aussi, quand ils vont sur les marchés, il faut qu'ils fassent attention à tout ce qu'ils... Justement, quel est le flair à développer, les attitudes à développer face Non, mais quand ils achètent quelque chose, il faut qu'ils voient la date de péremption ou bien comment se présente le produit. Il faut qu'ils soient plus vigilants qu'avant. Il n'y a pas de date de péremption pour l'oignon? Non, il y a les dates de péremption s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il faut qu'ils soient plus vigilants. Quand vous achetez un poulet ou bien des ailerons qui sont en déconfiture, vous-même en touchant l'aileron, vous le sentez quand même, vous le voyez. C'est-à-dire, c'est la vigilance qu'il faut conseiller aux populations aujourd'hui. La vigilance pour ce qu'ils achètent, la vigilance pour leur entourage, pour que si quelqu'un vient contacter le chef village pour lui dire j'ai une petite bâchée de produits à venir déverser chez vous, trouvez-nous des jeunes pour nous aider, qui refusent. Parce qu'il y a des esprits malins par ces temps qui courent et qui prennent les produits et qui le font détruire d'une manière sauvage. Ils rentrent dans une brousse lointaine, ils trouvent un délégué, ils lui donnent quelque chose, ils ressemblent les jeunes et on creuse, on enterre là. Donc, la vigilance totale des populations. Et dans le rôle régalien de l'État, régalien de la santé des Béninois, régalien de l'assainissement de notre environnement et de notre cadre de vie, comment est-ce que l'État prévient? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas qu'il y a obligation de prévenir? Est-ce que l'État doit être
d'un engagement un peu plus visible du ministère du cadre de vie et de ses services déconcentrés à Malanville. Mais c'est clair, la direction départementale de cadre de vie de l'Albury et autres doivent être en train de prendre des discussions de sensibilisation. Ce que nous sommes en train de dire, ils doivent être déjà en train de le dire pour être présents aux côtés des populations, pour la veille, pour les éveiller. Attention, ce que nous voyons là, ça peut retourner vers vous. Et ça, d'une manière, il faut le marteler. Donc maintenant, même les structures déconcentrées à tous les niveaux doivent déjà être en train de le faire. Et sur ça, on n'a même pas besoin, puisque les faits sont là, on le voit. Donc on n'a même pas besoin de le marteler avant que ces responsables commencent par aller dans ce sens. Et ça, c'est cette veille-là. Doit être, c'est-à-dire, c'est en ce moment ou à jamais où on doit être beaucoup proche de nos populations pour leur expliquer. Si quelqu'un, les lailerons qui coûtaient 1 franc au kilo est devenu à un prix tellement dérisoire, donc il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ça sent mauvais. Bon, si le poulet congelé qui est à un prix tellement dérisoire, il faut s'en méfier. Si des boîtes de conserve qui deviennent des boîtes de conserve pratiquement délaissées, afin de donner en ce qui concerne le prix, il faut s'en méfier. Donc, c'est là où la vigilance des populations... Alors, dans un contexte où on sait que la vie est chère, disons, les bourses sont éprouvées, on n'a pas assez d'argent lorsqu'on voit en face un produit qui est moins cher. Est-ce que vous êtes prêt à aller dire à cette mère-là, à cette maman-là de dire n'achète pas ci, va acheter ce qui coûte, au lieu de 500 francs, de débourser 1500 francs pour acheter un produit? Oui, c'est facile. Monsieur le journaliste, si vous voulez parler en termes clairs, le panier de la ménagère est troué. Je suis d'accord avec vous. C'est difficile de dire, mais il faut le dire. Parce que la conséquence, cette ménagère-là, si elle ne fait pas attention, la conséquence est sur son état de santé, sur l'état de santé de son mari, sur l'état de santé de ses enfants. Il se retrouve à l'hôpital, c'est 1000 fois plus cher. Et c'est plus compliqué s'ils sont intoxiqués. Quand vous êtes intoxiqué, vous passez à l'antibiotique très rapidement. Une bonne boîte d'antibiotiques, aujourd'hui, vous êtes à près de 5000 francs. Parce que vous avez pris le risque d'acheter un produit qui coûtait 1500 francs le kilo, vous l'avez acheté à 300 francs le kilo. Vous devez vous interpeller et voir les conséquences derrière. Mais je ne vous cache pas, les populations sont très éveillées aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on commence par leur parler, malgré que le panier de la ménagère est percé, les populations commencent pas à comprendre. Il y a, je ne sais pas dans quelle localité on l'a rencontré, certaines populations qui ont refusé au nord d'acheter en ce moment des ailerons. C'est-à-dire, ils ne veulent pas les temps qui courent, ils ne veulent pas en consommer. Donc, ça veut dire, en termes clairs, ils sont en train de se protéger. Ils sont en train de voir venir une situation délicate. Donc, il faut continuer de parler aux populations, de leur parler, de leur marteler. Ce n'est pas parce que le panier de la ménagère est complètement troué qu'il faut donner ça. Consommer n'importe quoi. Avaler n'importe quoi. Vous avez commencé par relever certaines responsabilités des autorités locales en de pareilles circonstances. Vous avez parlé du maire de Malanville, mais aujourd'hui, si vous devriez lui donner un certain nombre de conseils, notamment au profit d'une gestion équitable et judicieuse surtout de cette situation, qu'auriez-vous dit? Non, moi j'aurais dit tout simplement que soyons vigilants. Soyons vigilants. La vie nous réserve des surprises. Personne n'a cru à ce que nous sommes en train de vivre. Soyons vigilants et soyons courageux pour
affronter les situations. Et en tant qu'autorité, c'est vrai, les populations ont vigilance, patience, il faut être présent d'esprit lorsque vous allez au marché, mais l'autorité qui incarne un peu, en griffe, la force et tout, il n'y a pas des mesures qu'il faut prendre pour préserver la vie de ces populations et l'état de l'environnement. Mais oui, la preuve, vous voyez, il y a des mesures, il y a des descentes inopinées. Vous allez voir, ça va commencer très bientôt. Je suis sûr que le commerce va commencer par contrôler les produits qui sont sur, comment on appelle, nos marchés, surtout dans la zone là-bas. Bon, le cadre de vie va commencer par être omniprésent. Donc, il y aura, c'est-à-dire, des dispositions vont être prises parce que c'est une situation qui surprend tout le monde. Ça ne peut qu'être comme ça. Mais c'est-à-dire la situation la plus indiquée pour pallier à tout ça, c'est que, comme vous l'avez dit, trouvons une solution très rapidement pour décharger ces commerçants-là. Parce que vous allez voir les élus, c'est-à-dire à la mairie de Malanville, vous allez voir les agents de la mairie sillonnent. Là où il y a ces camions, ils ont l'œil, ils essaient d'échanger avec les populations, ou bien les apprentis, ou bien les chauffeurs, tout ça, pour faire une veille aussi. Mais malheureusement, malgré tous les efforts qu'on aurait fait, tant que les gens ont garé là leurs produits, le débat est toujours posé. Donc, nous dirons tout simplement, moi, mon mot de fin serait que j'aurais suggéré vivement que nos élus se saisissent du dossier et voient. La loi n'a pas prévu de ne pas imputer aux détenteurs de produits la destruction. On le lui impose. La loi a prévu, s'il a abandonné, on le fait payer. Mais ici, s'il est dans l'incapacité, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, sur cette piste, nous allons ouvrir le débat avec les élus, en parler avec eux et voir avec les élus qu'est-ce qu'il faut faire et échanger avec l'exécutif afin de trouver une solution le plus tôt possible. Allez, pour terminer vraiment, c'est près de 1000 camions qui sont stationnés, les déchets qui sont à l'intérieur, pour les détruire aujourd'hui, l'État a-t-il les moyens, l'État a-t-il le matériel nécessaire et la ressource humaine nécessaire pour terminer? Oui, si c'est les ressources, le matériel, je crois qu'on peut faire avec les centres de traitement des déchets qui existent ou l'ouverture de d'autres centres au nord pour pouvoir pallier à ça. Maintenant, les moyens, il s'agit d'un État quand même. Bon, l'État même va se donner ces moyens-là, ça c'est sûr. Bon, les ressources, c'est-à-dire, disons, les compétences, il y en a qui rapidement peuvent nous faire des essais et nous dire ce qu'il y a là et comment il faut le faire. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous aura compris, William Cliquant. Merci à vous, Franck, aux côtés de qui j'étais pour cette émission. Merci à notre invité de ce dimanche, Clément Cotan, directeur de l'unité de protection de l'environnement. Merci d'avoir pris part ici sur Zone Franche. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pendant ces 52 minutes d'émission. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas les canaux de rediffusion de cette émission.